Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On s'était quitté après la défaite à Phoenix dans la dernière vidéo et le début du road trip qui avait été assez hardcore pour nous avec la défaite à San Antonio, avec celle à Golden State, puis donc celle à Phoenix où il manquait Zach LaVine, Kobe White, Garrett Temple, on avait Patrick Williams titulaire en poste 2, euh, Markkanen, Tadeusz Young et Vucevic alignés ensemble dans le 5 de départ. Euh, donc ouais, ça commençait à ce moment-là à être un petit peu, comment dire, quelques réactions sur Twitter ou même ou sur les forums ou ailleurs commençant à dire que c'est que ce bordel, on gagne plus un match, machin, ça fait, on fait n'importe quoi, ça joue pas terrible. C'est vrai que sur ces matchs-là, il y a eu de gros passages particulièrement pénibles, mais là sur les matchs qui ont suivi, euh, et en plus en tenant compte de la qualité de l'adversaire, il y a quand même des choses plutôt rassurantes à retenir et sur lesquelles on va revenir. Donc déjà le match à Utah, puisque donc c'était pour conclure le road trip, on se déplaçait quand même chez le meilleur bilan de la ligue, hein, ni plus ni moins. Zach LaVine était de retour, peut-être un peu prématuré, même si au final sur ce match-là et celui d'après, il n'avait pas l'air autant gêné par sa cheville que sur les matchs d'avant, donc ça va peut-être un peu mieux, il n'est pas à 100% loin de là, mais ça avait l'air à peu près correct. Kobe White était de retour également pour ce match-là. Garrett Temple toujours out. Et donc on a retrouvé un 5 de départ un peu plus conventionnel. Mais ce que j'ai bien aimé, enfin une des choses que j'ai bien aimé sur ce match-là, c'est que d'entrée de jeu, on n'a pas eu peur d'aller au cercle malgré Rudy Gobert, etc. Dès les premières possessions, c'était des drives au cercle, des cuts. On n'a vraiment pas eu peur de ça. On a vraiment attaqué à fond. Chaque possession sur les 3, 4, 5 premières minutes, c'était allez, on attaque. Gobert, on va essayer de marquer près du cercle, on provoque des lancers, etc. On joue physique, on va provoquer, etc. Donc c'était vraiment euh, quelque chose d'intéressant et qu'on a réussi à faire une bonne partie du match, sachant que euh, on a loupé évidemment quelques lay-ups à droite à gauche, peut-être parfois on se précipitait un peu trop, euh, et surtout on a loupé beaucoup de shoots ouverts à 3 points ou à mi-distance, quoi. Et c'est vrai que ça a été une constante sur ce road trip. Notre adresse extérieure a été très très basse, malgré des tirs ouverts, donc c'est ça qui est un petit peu dommage parce qu'on a réussi à se créer ces bons shoots là avec de bonnes circulations de balles, etc., pour tromper la défense, mais après on n'a pas sanctionné en rentrant ces shoots là, donc ça nous a un petit peu freiné. Mais c'est vrai que sur ce match à Utah, on a su justement contrer ça en étant beaucoup plus efficace à l'intérieur, en attaquant le cercle, voilà, avec insistance, enfin, obtenir pas mal de lancers francs. Je crois que c'est sur ce match-là, on en prend 30. On en a laissé quelques-uns en route, mais on en a quand même, on est allé en chercher un paquet, donc c'était assez intéressant à ce niveau-là. Euh, non, c'est le match d'après où on en met 30, enfin où on prend 30 lancers francs, c'était le dernier, celui qu'on a gagné contre Brooklyn, mais j'y reviendrai après. Euh, mais bref, voilà, dans l'énergie, dans l'intensité, c'était vraiment agréable. Donc, après, bon, bah, Utah, un petit peu comme Golden State, un peu plus tôt dans la semaine, ils ont rentré des shoots improbables. Tu vois, on les a bien gênés, on les a forcés à prendre des shoots difficiles. Mais des fois, bah, ils arrivaient à les mettre quand même. Conley, il a mis un ou deux shoots un peu, tu vois, il balance les trucs et ça rentre. Rudy Gobert, à un moment, il met un truc main gauche, il regarde sa main, genre, sérieux, j'ai fait ça, quoi. C'était un peu comme Draymond Green en début de semaine qui met un 3 points du milieu de terrain à la dernière seconde de la possession, il balance une bouse et ça rentre. Bon, voilà, des fois on n'a pas eu cette réussite-là, alors que nous en plus, ben, nous on a loupé des lay tout fait de l'autre côté, donc c'est vrai que c'était parfois un peu frustrant comme contraste, mais au moins on est resté dans le match avec une autre chose qui était très très intéressante sur ce match-là et que tu sens qu'au fil des matchs ça progresse de plus en plus, c'est l'intensité défensive. Parce qu'on a réussi à être extrêmement, comment dire, concentré et appliqué pour tout ce qui est essayer de bloquer un petit peu les drives des joueurs adverses, contester les shoots près du cercle, protéger, prendre des rebonds, faire des bons close-out quand la balle était ressortie pour essayer de contester les shoots à 3 points. Donc c'était pas tout le temps le cas, mais on a réussi à le faire de plus en plus régulièrement au fil des matchs. C'était à peu près
correct contre Phoenix sur certains passages, même si globalement sur le match c'était pas génial. C'était mieux contre Utah et c'était encore mieux contre Brooklyn et de manière beaucoup plus régulière sur une grande partie du match. Donc c'est vrai que c'était vraiment intéressant à observer. Et donc pour revenir sur ce match à Utah, voilà, beaucoup de jeux physiques défensivement où on n'a pas hésité à, tu vois, à aller au duel, à aller sur un petit peu toutes les balles perdues, se jeter au sol, des hustle plays, des rebonds aussi, tu vois, malgré le fait qu'Utah est une très très bonne équipe à ce niveau-là. Mais on a su les contrer un peu quand même. Donc, et malgré tout, euh, Utah a pris 15 points d'avance après 3 quarts temps, parce que ça reste quand même une des meilleures équipes de la ligue, le meilleur bilan. Donc en termes de talent, ils sont au-dessus, mais voilà, on a malgré tout essayé de répondre à notre manque de talent, de vécu collectif aussi, parce que encore une fois, on a un groupe très nouveau avec 5 nouveaux joueurs, donc c'est pas évident. On a essayé de contrer ça avec voilà, beaucoup plus d'agressivité, et c'est ce qu'on a fait notamment au quatrième quart-temps, parce que voilà, on le commence, on est à -15, et on n'a pas paniqué plus que ça, on s'est dit c'est bon, on a le temps, tu vois, une possession les unes après les autres, balle Teddy Chiang en tête de raquette, le mec, hop, tu fais un cut, il te sert et ça met des lay-ups, ou c'est lui qui sanctionne quand il y a besoin. Il a enchaîné à ce moment-là, Teddy Chiang sur ce match-là, il met 25 points, c'est son meilleur total depuis qu'il est à Chicago. Euh, il était en patron, quoi. Il a vraiment fait les super plays, voilà, intelligent à chaque possession, le bon choix au bon moment, dans le bon timing, sans se presser, tu vois, en laissant les choses se faire. Il voit que ça bouge autour de lui, hop, là il y a un screen, là il y a un cut, hop, hop. Il observe, il voit comment ça se passe et il est très très bon pour ça. Vucevic a été assez maladroit sur ce match-là, mais quand il a fallu, tu vois, exploiter les post-up et faire les bonnes passes au bon moment, il a été très très bon aussi. Donc, quand tu as deux intérieurs comme ça qui sont capables de tenir la balle et de servir les autres, c'est quand même extrêmement intéressant et ça offre beaucoup d'options. Et plus les matchs passent et plus les Bulls se jouent comme ça avec des ballons en post-up pour ces deux-là et ensuite ceux qui, euh, qui font en fonction de ce qui se passe autour d'eux et c'est extrêmement plaisant. Euh, et donc dans ce match-là, on est revenu à 6 points, on était à 194 et on se disait putain, remets-nous Zach Lavine et Vucevic sur le parquet, quoi. Le truc, c'est que Donovan, c'est quelque chose qu'il aime assez bien faire, c'est de laisser sur le parquet les joueurs qui ont permis de faire un comeback, tu vois. Voilà, c'est grâce à eux qu'on est revenu, donc voilà, autant continuer avec eux. Sauf que là, je pense qu'il a un peu trop tardé. Il a conservé ce 5 là où on avait aligné trois intérieurs. On avait Tad, on avait Daniel Tice qui est toujours autant monstrueux et Markkanen plus deux arrières. Et c'est vrai que ça a permis de faire ce run parce que voilà, gros avantage de taille, on a pris un peu plus de rebonds, etc. Mais sur la fin, quand Lavine et Vucevic sont revenus, il restait peut-être 3 minutes et c'était peut-être un peu tard parce que Utah avait eu le temps de reprendre un peu d'avance. Et du coup, même si nos deux All-Stars ont enchaîné quelques paniers, je pense que s'ils étaient rentrés genre 2 minutes avant, ça aurait peut-être été un peu plus, ça aurait eu un peu plus d'impact et on aurait pu s'offrir une fin de match petit peu plus serrée. Bon, malgré tout, voilà, il n'y a pas grand chose à redire à part ça, parce que bon, ça reste Utah en face, que tu perdes ce match-là est logique. Mais malgré tout, voilà, la prestation d'ensemble, avec les progrès qu'on a vus par rapport au match d'avant sur le plan défensif, mais aussi sur le plan offensif, voilà, ça te permet de te dire, bon, on est quand même capable de montrer de bonnes choses et il faut qu'on continue de jouer comme ça parce que c'est comme ça qu'on va finir par emmagasiner quelques victoires. Et donc les Bulls se présentaient à Chicago pour leur retour à Chicago pour affronter Brooklyn avec quand même plutôt pas mal de confiance dans les rangs. Pas uniquement parce que James Harden et Kevin Durant n'étaient pas là pour les Nets, hein, parce que bon, ça faut tout de suite se mettre d'accord sur ça. Euh, Même sans KD, même sans Harden, les Nets sont beaucoup plus forts et beaucoup plus talentueux. Donc c'était pas facile de battre Brooklyn avec juste Kyrie Irving. Non, ça marche pas comme ça. Euh, même sans Harden et Durant, pour battre les Nets, il faut sortir un gros match. Et c'est ce qu'on a fait. Parce que les Nets, depuis le 10 février,
entre le 10 février et le match de dimanche face à nous, ils étaient à 20 victoires, 3 défaites. Et il y a une grosse partie de ces matchs-là où Durant n'était pas là, et des fois il manquait Irving, et des fois il manquait Harden. Donc pas mal de fois sur cette longue série de 23 matchs où ben, il en manquait 2 sur les 3. Euh, et ça ne les a pas empêchés de cartonner un petit peu tout le monde. Donc il faut quand même sortir une grosse prestation pour battre Brooklyn malgré 2 joueurs absents. Et c'est ce qu'on a fait parce que euh, donc on a vu le retour de... non, il n'y a pas de retour. C'est Kobe White justement qui n'était plus là non plus parce que il avait été mis de côté pour le protocole Covid avant le match. C'est pas exactement un test positif. En fait, c'est un test qui est revenu qui était un petit peu suspicieux. Euh, donc ils l'ont mis à l'écart par précaution avant de repasser d'autres tests et il devrait être là pour le match de ce soir à Indiana normalement. Donc on va voir un petit peu comment ça va se dérouler. Apparemment, voilà, il n'est pas testé positif, mais il y a eu un test où c'était un petit peu bizarre les résultats qu'il y a eu. Donc ils en ont fait d'autres et ça a l'air d'aller. Enfin, on aura peut-être plus d'infos avant le match ce soir à Indiana, mais pour l'instant, la tendance c'est qu'il est probable pour jouer ce match-là. Mais bon, bref, pour revenir sur Brooklyn, euh, pareil, bon, le début de match, pour le coup, était pas franchement top. Ça me manquait un peu de rythme. C'était un petit peu trop statique en attaque. Sur jeu placé, il n'y avait pas beaucoup de mouvement. Mais c'est venu au fil des minutes. Et dès qu'on a commencé à attaquer le cercle, on s'est rendu compte que bah, défensivement, les Nets, c'est pas une équipe extrêmement solide sur les postes intérieurs en termes de dureté. Tu vois, parce que bon, la Marcus Aldridge, Griffin, tout ça. euh, si tu les attaques de front, tu vas les bousculer un petit peu, c'est pas forcément ceux-là qui ont le plus de répondants, quoi. Et donc, du coup, les Bulls ont vu ça et l'ont beaucoup exploité, un petit peu comme le match à Utah, c'est-à-dire que, ok, on n'a pas une adresse extérieure folle, mais par contre, quand on va jouer inside, eh ben, on va y aller, on va attaquer le cercle, on va provoquer des lancers, on va poutrer. Et c'est ce qui s'est passé sur ce match avec notamment au deuxième quart-temps, et c'est là que ça a fait la différence, c'est que Donovan a remis ce line-up à 3 intérieurs avec. Alors je sais plus lesquels il a mis à ce moment-là, il y avait Markkanen, Tadeusz Young et je crois que c'était Vucevic. Mais donc c'est avec ces 3 intérieurs-là, avec gros avantage de taille, grosse lutte au rebond, des deuxièmes chances avec des prises offensives. Et c'est ça qui a fait la différence à ce moment-là. Beaucoup de paniers près du cercle et les Nets ont eu beaucoup de difficultés non seulement donc pour nous empêcher de scorer, mais également pour scorer de leur côté parce que du coup avec ce line-up de grande taille, on était capable d'empêcher un petit peu les Nets d'accéder au cercle. On les forçait un peu à prendre des shoots de loin. Souvent, voilà, en plus, c'était des shoots qui étaient contestés, donc l'effort défensif était vraiment appréciable sur ce match-là. Daniel Tice sur absolument tous les ballons, Tadeusz Young également. Euh, Troy Brown, ah, mais quel joueur. Ça devient mon chouchou ce petit gars-là. Avec ses rebonds, avec sa défense, ses switches qui sont vraiment très plaisants, ses grosses qualités athlétiques. Et puis son attitude en général qui est vraiment plaisante. Donc ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, les Bulls ont vraiment fait un run intéressant pour s'offrir une belle avance. On menait 57-46 à la mi-temps, donc ce qui est quand même pas rien, avec un Vucevic en double-double, avec un Satoransky monstrueux qui a fait son meilleur match peut-être depuis qu'il est à Chicago. En tout cas, c'était son meilleur total de points et de passes décisives cette saison. Il a fait 19 points, 11 passes décisives sur ce match-là. Excellent pour gérer le tempo et même défensivement il a été très bon sur ce match-là avec des mains actives pour couper les lignes de passe, créer des contre-attaques, foncer jusqu'au cercle, soit pour finir lui-même en lay-up, soit pour donner des passes à ceux qui venaient l'aider en contre-attaque. Donc il a été vraiment excellent et d'ailleurs toute la semaine là il a été top Satoransky. Euh, donc voilà, je sais qu'on est venu me voir des fois pour me dire faudrait pas remettre Kobe dans le 5. Non, pourquoi? Sato est très bien, laissez-le faire, il sait parfaitement ce qu'il fait, et d'ailleurs dès qu'il est pas sur le parquet, tu vois tout de suite que c'est beaucoup plus compliqué pour que des actions se mettent en place du côté des Bulls, donc bref. Euh, voilà, cet ensemble de choses entre les line-up avec plusieurs intérieurs,
l'expérience aussi qui a permis de faire la différence et surtout de maintenir notre avance parce que au troisième quart-temps, pareil, on a été extrêmement agressif, beaucoup de hustle play, des luttes sur tous les rebonds. T'avais des joueurs qui se jetaient au sol pour récupérer des balles perdues. Voilà, on a vu vraiment beaucoup d'efforts, d'énergie, d'intensité et c'est ça que tu veux voir parce que pour battre Brooklyn, il faut mettre ça. Euh, et donc ça a été extrêmement plaisant. Pareil, on a pris 17 points d'avance, on a fini le troisième quart-temps, on menait 89-72 contre les Nets quand même. C'est quand même quelque chose d'assez assez incroyable. Et ce quart-temps, ce troisième quart-temps, c'était vraiment voilà, grosse intensité, exécution offensive de premier ordre avec encore des attaques du cercle, des lancers francs. Voilà, c'était très plaisant. Le souci, c'est que Markkanen joue et les équipes adverses le ciblent. C'était déjà le cas en début de semaine avec Stephen Curry, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, qui demandait des screens pour ensuite se retrouver en face à face avec Markkanen. Il le défonçait en vitesse, il lui mettait des shoots sur la tête. C'était le cas aussi contre Phoenix avec Booker, Chris Paul qui ont mis des mid-range sur sa tronche. Et puis c'est le cas dans tous les matchs quoi. Et Brooklyn ne fait pas exception. Hein. Kyrie Irving il prenait il demandait des screens à 8 mètres pour prendre de l'élan et ensuite il arrivait face à Markkanen, il lui mettait des paniers sur la tronche et c'est comme ça que Brooklyn s'est un petit peu relancé dans ce match, ils sont revenus à -9 en un éclair. Euh, et ce qui est bien là aussi, c'est que les Bulls ne se sont pas dit oh putain ça y est, Brooklyn fait un run, c'est bon, ils vont nous exploser. Non, bien au contraire, avec justement la patience et l'expérience de nos vétérans, on a posé notre jeu, on a fait ok, on va reprendre les bases, on va jouer des post-up, on va attaquer le cercle. Et là, t'avais en gros pendant plusieurs minutes, t'avais Tadic au poste, cut de Williams, passe, lay-up. Tadic au poste, cut de Pat Williams, passe, lay-up. Et ça a été comme ça, Williams il a enchaîné 3-4 paniers comme ça près du cercle où il part dans le dos de la défense, il se fait totalement oublier et Tadic le sert dans le bon tempo, il a enchaîné les paniers comme ça. Et, euh, et quand tu as un Patrick Williams agressif comme ça, c'est tellement kiffant. Parce que ce gars-là, il est, il est tellement costaud et solide pour son âge que voilà, quand il est lancé vers le cercle, pour le freiner, bon courage. Quoi. Il est vraiment capable en plus d'encaisser les contacts, les chocs et tout. Donc c'était vraiment fun. Euh, encore une adresse pas franchement haute à 3 points sur ce match-là, mais voilà, on l'a compensé avec des attaques du cercle, un peu comme à Utah. Et, euh, et voilà, ça nous a permis de maintenir notre avance. Et ensuite, ben voilà, t'as Vucevic qui est rentré, qui a fait le taf. Zach LaVine qui rentre, qui met un 3 points monstrueux, qui nous remet à 10 points d'avance avec moins d'une minute 30. Et puis après, il n'y avait plus qu'à gérer les dernières possessions. Et on l'a très bien fait pour une superbe victoire, franchement. 115-107. Et honnêtement, c'est notre plus belle victoire de la saison. Parce que pour une fois, on tape un gros. Alors oui, il y avait des absents, mais comme je l'ai dit il y a quelques minutes, même sans ça, il faut quand même sortir un gros match pour battre Brooklyn. C'est ce qu'on a fait. Et là, je pense que, en tout cas, j'espère, ça nous a mis la confiance à un niveau vraiment énorme parce que, voilà, pour la première fois depuis très longtemps, on bat une équipe qui est bien au-dessus des 50% de victoire et qui est parmi les meilleurs de la ligue. Hein, parce qu'avant le match, ils avaient le meilleur bilan de l'Est ex aequo avec Philadelphie, donc ce qui est quand même pas rien. Et sur une excellente dynamique. Je crois qu'ils avaient gagné 4 ou 5 matchs de suite avant qu'on les joue. Nous, on en avait perdu 6 ou 7 de suite. Donc, ouais, ça commençait à faire beaucoup. Donc, cette victoire va faire du bien au classement, va faire du bien dans les têtes, va faire du bien pour se dire voilà, les efforts qu'on fait depuis quelques matchs pour que tout le monde soit acclimaté. Même quand il y a eu des absents, on n'a pas abandonné, on a bataillé, on s'est donné à fond. Et ben là, ça commence à donner, tu vois, à porter ses fruits. On est récompensé par une grosse victoire et maintenant, il faut enchaîner. Parce que là, ça y est, le gros push pour la fin de saison, il commence maintenant. Parce que là, donc on est 10e à l'Est. Indiana est 9e juste devant nous, on les joue ce soir. Toronto est 11e juste derrière nous, on les joue jeudi. Donc là, ces deux matchs-là, victoire impérative. Impérative. Si on veut viser quelque chose pour la fin, tu peux pas ne pas faire 2-0 sur ces deux matchs. Parce que sinon, tu te mets en grosse difficulté pour la suite. Euh, Là, tout le mois d'avril, il reste 15 matchs au mois d'avril. Il y en a 10 à l'extérieur, donc beaucoup de déplacements, pas mal de back-to-back.
mais beaucoup de matchs face à des équipes qui sont à notre portée si on est sérieux. Pas comme le match contre Cleveland avant la trade deadline, qui était absolument ridicule. Justement, se servir de ce match-là pour se dire, faut faire tout l'inverse. Mais si on aborde les matchs qui arrivent comme on a abordé Brooklyn et même Utah, bah, je suis déjà beaucoup plus serein pour la suite. Parce que voilà, là, les équipes qu'on affronte, donc il y a Indiana, Toronto, Atlanta, Minnesota cette semaine. Donc tu te dis, il y a quand même moyen d'en gagner au moins 3. Si tu abordes les matchs sérieusement, tu en gagnes au moins 3. Ensuite, tu conclus le road trip à Memphis. Tu reviens à la maison, tu as Orlando, Memphis, Cleveland. Là, tu te dis sur ces 8 matchs-là, il y a bon, 5 à l'extérieur, 3 à domicile, mais vu les adversaires, et, même si Memphis est sur une belle série, attention, hein, mais là, il faut en gagner au moins 5 ou 6 pour lancer le sprint final et se mettre dans les meilleures positions possibles pour le play-in. Parce que là, je pense que le top 6, ça va être très très compliqué maintenant. New York et Boston sont à 25-25 et ils sont 7-8e. Donc ça s'annonce compliqué pour nous. On est à 20-28, donc on est à 8 victoires d'un bilan à l'équilibre. Là, il faut vraiment enchaîner maintenant. Il n'y a plus le droit à l'erreur. C'est maintenant, là, tous les matchs qui arrivent, c'est des must-win. Et quelque part, c'est bien aussi pour le groupe parce que ça va les habituer petit à petit à jouer des matchs en jeu où tu vois, il faut aborder les matchs de manière différente, dans l'avant-match, dans la préparation, dans la concentration. Tu vois, pas se dire comme le dernier match contre Cleveland, comme Wendell l'avait dit après le match, ouais, on s'est dit avant le match qu'on allait, parce que c'est Cleveland, on allait gagner facile. Non, non, non. Je veux plus en entendre parler, je veux plus voir ça. On a un groupe qui a désormais beaucoup plus d'expérience avec des Vucevic, avec des Daniel Theis, avec même des Alfaro Camino, même s'il joue pas, il a une expérience extrêmement importante. Voilà, ces gars-là doivent nous permettre de passer un cap à ce niveau-là dans la préparation des matchs et si on fait les choses sérieusement, avec ce qu'on a montré sur les derniers matchs, avec notre application défensive, avec notre fluidité offensive, sur les 2 matchs là, à Utah on perd que 6 ballons et contre Brooklyn on n'en perd que 9. Donc voilà, l'attaque, quand, quand on arrive à mettre notre jeu en place, c'est quand même extrêmement plaisant. On joue un petit peu moins vite que d'habitude, avec un peu plus de post-up et plus de patience, mais pour proposer plus de mouvements et aller finir au cercle. Et c'est pour ça que notre adresse augmente, malgré des shoots à 3 points, enfin une adresse à 3 points pas énorme, on a quand même shooté à 55% contre les Nets, donc c'est pas rien. Et voilà, on est en train de développer pas mal de bonnes choses, et si on arrive à enchaîner quelques victoires, ça va encore plus voilà, bonifier ça, donner de la confiance à tout le monde, et ça va permettre de lancer un sprint final qui pourrait être bien plus intéressant que prévu si on fait le taf correctement, tout simplement, quoi. Si on est concentré, si on aborde les matchs de la bonne manière, il n'y a aucune raison qu'on batte pas Indiana, il n'y a aucune raison qu'on batte pas Toronto, même Atlanta qui est sur une bonne série pourtant, même voilà, les matchs contre Memphis qui arriveront dans une dizaine de jours. Voilà. Maintenant, tous les matchs qu'on va aborder, là sur le road trip de 5 matchs, il faut en gagner au moins 3. Et si on fait 4 voire 5 c'est top, mais au moins 3 quoi. En dessous de 3 là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Parce que là, après, bah, avec les matchs qui restera, voilà, c'est maintenant qu'il faut les gagner. Là, si tu bats pas Indiana et Toronto, tu te mets dans une situation beaucoup trop compliquée. Après, t'es quasiment obligé de faire un sans faute jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, maintenant il faut enchaîner les victoires, on a plus le choix. On n'a plus le choix. Maintenant, c'est les victoires. Il n'y a plus que ça. Donc, continuons à afficher le jeu super intéressant qu'on a mis en place sur ces derniers matchs, avec des joueurs qui sont de plus en plus intégrés, hein, les nouveaux, ce qui n'était pas évident, parce que, comme on l'a dit, les mecs ils sont arrivés à la trade deadline le jeudi, le vendredi matin tu pars à San Antonio, tu enchaînes match, voyage, match, voyage, match, voyage, match, voyage. T'as jamais d'entraînement vraiment, et quand t'en fais, bah, c'est plus axé sur la récupération que vraiment sur autre chose. Parce que les matchs s'enchaînent, hein, on va avoir plein de back-to-back qui arrivent, donc voilà, l'intégration elle a dû se faire à vitesse grand V et c'est en train de se faire vraiment, donc voilà, pourvu que ça dure avec la confiance emmagasinée, maintenant espérons que ça permette de lancer un gros run, une grosse série de victoires parce qu'on en a vraiment vraiment besoin si on veut s'offrir une fin de saison palpitante, donc on va surveiller ça. Daniel Theis va manquer le match à Indiana ce soir. Les Bulls ont annoncé ce lundi soir que
pour des raisons personnelles, il n'a pas fait le voyage. Donc il devrait rejoindre l'équipe normalement avant le match de jeudi à Tampa contre Toronto. Donc il devrait manquer que ce match-là. Garrett Temple devrait manquer un petit peu plus. On ne sait pas encore exactement quand il pourra revenir avec sa blessure derrière la cuisse. Kobe White donc, qui est annoncé en probable, mais on va attendre de voir les tests Covid où il en est. Zach LaVine, il faut continuer de surveiller un petit peu sa cheville. Ça avait l'air à peu près pas mal là sur les deux matchs qu'il est revenu. Un peu plus de mobilité que sur les matchs d'avant où il traînait clairement la patte. Oui, il n'est pas à 100%, mais bon, voilà. Tant qu'il aggrave pas, ça peut aller à peu près, quoi. Si on peut le reposer 2-3 minutes par-ci par-là, on essaiera de faire ça. Mais là maintenant, ouais, faut vraiment lancer ce sprint final. Et voilà, à Indiana cette nuit, c'est obligatoire. Match à 1h du matin. Comme d'habitude, les live tweets, les articles, etc. Donc ça va être extrêmement passionnant à suivre. On va terminer avec le quiz, donc parce que la dernière fois, la question portait sur Mark Cannon qui était remplaçant et qui est toujours, et tant mieux, parce que bon, je vais pas trop développer sur Mark Cannon dans cette vidéo, mais il vaut mieux, parce qu'après on va dire il s'acharne sur lui, mais on va pas trop en parler. Mais donc voilà, la question la dernière fois c'était sur la première fois où il avait été sur le banc, parce que avant le match, c'était quel match? C'était à Golden State lundi dernier. Il était remplaçant pour la deuxième fois de sa carrière seulement. Et la première fois, c'était à Houston, début décembre 2018, pour son retour de blessure. Et Fred Hoiberg avait dit, bah, vu qu'il revient de blessure, pas trop dans le rythme, blablabla, on va le faire débuter sur le banc. Les Bulls avaient perdu ce match-là, et le lendemain, Hoiberg avait été viré. Arrivé à Chicago, dégage, et c'est Jim Boylen qui avait été mis en place à ce moment-là. Donc, pas des super souvenirs, mais bon, bref. Et du coup, pour la question cette fois-ci, et c'est un indice, on les affronte très bientôt. Quelle est la seule équipe de la conférence Est que les Bulls n'ont jamais affronté en playoff? Assez facile. Assez facile. Mais voilà. Pour ce coup-ci, on va la faire relativement simple et on fera plus dur un peu plus tard. En attendant, voilà, comme je l'ai dit au moins 10 fois déjà dans cette vidéo, victoire impérative contre Indiana et Toronto, les deux, parce que sinon ça va devenir très compliqué par la suite. Mais voilà, avec ce qu'on a vu sur les derniers matchs, il y a de quoi être optimiste. Donc voilà, on va être optimiste, on va partir confiant, on va aller gagner ces matchs-là et on va se faire plaisir. Ok? Allez, on fait ça. Voilà, donc live tweet comme j'ai dit, les articles le soir même ou le lendemain, et puis une vidéo très bientôt pour reparler de tout ça. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.